Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Robert Laplante se déplace à la 10e édition du défi Ataxie et rencontre les organisateurs, en plus de 2 témoignages touchants par des personnes atteintes de l'ataxie de Friedrich. Jérémy Letellier, président de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, nous invite aux portes ouvertes Mangeons local le 7 septembre 2025, en plus de commenter les défis de l'agriculture de cet été. Jérémy Boudreau, fondatrice du Land Art Mont-Saint-Hilaire, sur l'impact de son projet dans la région. Finalement, les reportages hebdomadaires de notre journaliste Marie-Ève Brisebois. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je vous invite à cette nouvelle édition du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. En commençant par Belleuil qui lance cette semaine les travaux de rénovation et d'agrandissement de son centre culturel et de la bibliothèque. Dès lundi, le chantier s'ouvrira pour transformer le lieu en un espace moderne, accueillant et mieux adapté aux besoins des citoyens. Les travaux confiés à la firme de construction CPB s'échelonneront sur 18 mois pour une livraison prévue au printemps 2027. Le projet de 27 millions de dollars comprend l'agrandissement de la bibliothèque, la modernisation complète du centre culturel et l'ajout d'équipements professionnels pour les arts de la scène. De nouveaux espaces seront aussi dédiés au théâtre jeunesse et à la création artistique. Ce chantier majeur est soutenu par les gouvernements du Québec et du Canada qui injectent ensemble plus de 11 millions de dollars. Durant les travaux, les services seront maintenus. La bibliothèque dispose d'un point de service au pavillon Alfred Nielsen et la Maison de la culture Villebon hébergera la billetterie ainsi que plusieurs spectacles. Le comédien de Mont-Saint-Hilaire, Marcel Leboeuf, tirera bientôt sa révérence en politique municipale. Après un seul mandat comme conseiller, il a confirmé qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux prochaines élections. Élu en 2021 sous la bannière du mouvement citoyen, Marcel Leboeuf a été le seul de son équipe à faire son entrée au conseil municipal. Tous les autres sièges avaient été remportés par le parti Transition MSH du maire Marc-André Guertin. Dès son assermentation, il a dû composer avec une décision de la Cour d'appel forçant la Ville à adopter rapidement un règlement pour le développement de la zone A16, un dossier qu'il suivait depuis plusieurs années comme citoyen engagé. Le contexte a rapidement limité ses marges de manœuvre. Son parti s'est par la suite dissous et Marcel Leboeuf a choisi de poursuivre son mandat comme indépendant. Il souligne avoir toujours été bien accueilli par l'équipe en place, mais il a préféré conserver son autonomie politique. Malgré certaines déceptions et un pouvoir d'intervention restreint, le comédien dit ne rien regretter. Il a particulièrement apprécié le contact direct avec les citoyens et croit avoir beaucoup appris sur les coulisses de la politique municipale. À l'approche de la fin de son mandat, il entend rester attentif à la vie publique de Mont-Saint-Hilaire. Les travaux de reconstruction du pont-chemin Bella Vista à Saint-Basile-le-Grand débutent cette semaine. Le chantier s'échelonnera jusqu'au printemps prochain. Pour maintenir la circulation, un pont temporaire sera installé. Il offrira une voie de 3,5 mètres par direction et restera accessible tout au long des travaux. Quelques fermetures complètes seront toutefois nécessaires, notamment lors de l'assemblage et du démantèlement de cette structure temporaire, ainsi qu'à certaines interventions aux approches. Les travaux seront aussi suspendus durant l'hiver. La circulation pourrait, à certains moments, se faire en alternance et des détours balisés seront mis en place entre les rues Bella Vista et Bachan. L'échéancier pourrait varier selon les conditions météo. Le projet, annoncé au printemps par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, représente un investissement de 5,2 millions de dollars. Le contrat a été octroyé à une entreprise de Saint-Bruno de Montarville. Initialement, les coûts avaient été évalués à près de 10 millions de dollars. À Mont-Saint-Hilaire, la Ville a complété le principal des travaux sur les rues Provencher et Sainte-Anne, des interventions qui auront un impact positif à la fois sur l'environnement et sur la sécurité des élèves de l'école au fil de l'eau. La séparation des égouts unitaires permettra dorénavant de diriger les eaux pluviales vers la rivière Richelieu plutôt que dans le réseau sanitaire, une mesure qui réduit les risques de débordement d'eau usée lors de fortes pluies. La chaussée, les trottoirs et le pavage ont aussi été complètement refaits.
Le projet a permis l'ajout d'une piste multifonctionnelle et d'une intersection surélevée, créant un lien sécuritaire entre plusieurs pistes cyclables du secteur. Comme la rue Provencher est étroite, un tronçon a dû être mis en sens unique pour accueillir ce nouvel aménagement. Les travaux échelonnés sur 2 ans entrent bientôt en 3e et dernière phase avec la réalisation des émissaires jusqu'à la rivière. Le projet, financé par un règlement d'emprunt de 8,2 millions de dollars, bénéficie d'une subvention de plus de 4,1 millions du gouvernement du Québec. La Ville assure qu'aucun dépassement de coût n'a été enregistré à ce jour. La suite des nouvelles dans la deuxième moitié de l'émission. Je suis associé avec la Fondation Ataxie Canada depuis presque 10 ans. C'est venu après le diagnostic d'un de mes enfants. Donc, initialement, j'étais bénévole, puis membre du conseil d'administration et maintenant, je suis directeur général et la Fondation et sa mission, dans le fond, m'occupent quotidiennement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'ataxie est une maladie neurodégénérative, neuromusculaire. Donc, c'est sûr que pour les familles comme la mienne qui sont atteintes, c'est beaucoup d'obstacles. C'est des problèmes de mobilité. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais il y a de l'espoir parce que la recherche avance et certains traitements sont en développement. En ce qui concerne la recherche en ataxie, on est vraiment choyé au Québec d'avoir parmi les sommités en recherche. On a des neurologues, des chercheurs qui sont cités à l'international. C'est des personnes qu'on a soutenues et qui sont vraiment à l'avancée de ce qui se passe en ataxie. Évidemment, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail depuis 50 ans d'identifier les gènes, de comprendre les mécanismes de la maladie. Et maintenant, pour la première fois au mois de mars, Santé Canada a donné son approbation pour le premier traitement en ataxie de Friedreich. Donc, ça a été un grand espoir pour la communauté. De plus, l'Agence du médicament du Canada a donné une recommandation positive pour rembourser le traitement, qui soit vraiment accessible aux familles au Canada. Malheureusement, on a été déçus de la décision de l'INES au Québec de ne pas recommander le traitement aux patients au Québec. Donc, c'est pour nous une grande déception, en plus que la prévalence en ataxie est davantage au Québec. Donc, c'est sûr que présentement, on est dans une campagne de signature, une campagne médiatique pour parler de l'ataxie, parler des conséquences, parler de l'impact aux familles et parler de ce premier traitement qui s'appelle Skiclaris, qui a, dans le fond, ralenti la progression de la maladie. Donc, l'ataxie est une maladie qui est dégénérative, donc donner quelques années de mobilité, de ralentir les progressions de la maladie est vraiment très importante dans notre communauté. Je me suis joint à la Fondation Ataxie Canada à l'entour de 2020-2021. La raison pourquoi je me suis impliquée à la Fondation, c'est parce que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui est atteinte de l'ataxie de Friedreich. Ma sœur, Dominique, elle a été diagnostiquée quand elle avait environ 11 ans. Au début, avant qu'elle soit diagnostiquée, ma sœur était une danseuse. Elle dansait toutes sortes de différentes sortes de danses. On allait voir ses spectacles à chaque année. Elle aimait aussi aller à cheval. C'était une de ses activités préférées. Avec les années, on avait toujours remarqué que dans son jeune âge, elle avait de la misère quand elle montait les escaliers puis qu'elle tenait un verre d'eau, par exemple. Puis, avec le temps, elle s'est foulée la cheville en dansant une journée. Puis, mes parents l'ont amenée un docteur après un autre docteur, un spécialiste après un autre spécialiste. Et c'est comme ça qu'elle a été finalement diagnostiquée. Une personne sur 4 peut avoir l'ataxie de Friedreich. Et ma sœur, à cause que les 2 parents ont le même gène défectueux, c'est la raison pourquoi elle a été affectée.
Au début, on voyait, il n'y avait pas beaucoup de différence, mais avec le temps, comme c'est une maladie dégénérative, tu as vu que, elle avait de la misère un peu plus à marcher. Dans ses cours, elle a dû arrêter les cours de danse. Elle a dû arrêter à monter le cheval. Puis, pour nous, ça a été un peu difficile. C'est la réalité de voir la maladie. Mais mon Dieu, si vous connaissiez ma sœur, c'est une joie de vivre. Puis à tous les jours, c'est elle qui me montre c'est quoi aimer la vie, puis en profiter. Ensemble, on voyage beaucoup. Puis je pense qu'elle a une force une grande influence dans sa vie. Puis c'est sa mère, Manon Courcelle, qui a vraiment, qui nous montre à tous les jours, à ma sœur, à moi, d'être positive. Puis comme on aime voyager, bien, c'est devenu notre activité. On prend le temps d'aller en voyage. Puis, tu sais, Manon, elle fait la recherche, elle fait beaucoup de recherches sur l'accessibilité. Est-ce que l'hôtel est accessible? Est-ce que la chambre de bain est accessible? Est-ce que la douche est accessible? Ça, c'est les réalités de la chose que les personnes qui ne sont pas affectées par des maladies comme l'ataxie de Fred-Reich, ils ne réalisent pas. Tu sais, des fois, on appelle un restaurant, on dit on vient avec quelqu'un en chaise roulante. Est-ce que c'est accessible? Ben oui, il n'y a pas de problème. Une fois que tu arrives, ben il y a 2 marches avant de rentrer. Tu sais, c'est des choses simples comme ça qu'on pense que c'est accessible, mais tu ne réalises pas que c'est accessible jusqu'à temps que tu connaisses quelqu'un qui a vraiment besoin d'une chaise roulante à temps plein. Tu sais? Fait que ma sœur, c'est ça, ben ça fait déjà 15 ans environ qu'elle vit avec la maladie de l'ataxie de Fred-Reich. Puis il faut dire qu'à chaque jour, on en apprend de plus en plus, on s'adapte. Manon et ma sœur Dominique habitent ensemble, puis je vois que leur maison est vraiment bien adaptée, mais c'est parce qu'ils ont fait de la recherche. Il y a beaucoup de recherche qui va à adapter la maison, la salle de bain, le lit, par exemple, l'entrée. Puis c'est des choses, les réalités que beaucoup de monde ne connaissent pas. Puis c'est ma façon de m'impliquer. J'habite pas avec ma sœur, mais on est tellement proches que pour moi, la Fondation me donne une raison de vivre puis une façon de faire la différence. Il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le monde sur les différentes ataxies. Il y a beaucoup de docteurs qui font de la recherche. À mon avis, pas assez. On peut, c'est vraiment sensibiliser les docteurs, les nouveaux docteurs sur les maladies rares en tant que telles. Quand on regarde des maladies plus connues comme le cancer, il y a beaucoup plus de recherches, de fonds qui sont faits parce qu'il y a plus de monde qui sont impactés par la maladie. Tandis que dans le cas de l'ataxie, bien, il y a différents types d'ataxie. Ma sœur, elle, c'est l'ataxie de Fred-Reich, mais il y en a beaucoup d'autres. Puis ça l'affecte les gènes différemment. La recherche, à date, aujourd'hui, il y a des docteurs qui font de la recherche pour des médicaments pour aider à réduire les effets de la maladie, mais c'est dégénératif. Ce qui veut dire que l'espérance de vie, une fois que tu es atteinte de la maladie, bien, il y a une limite. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a une limite l'espérance de vie est plus faible. Mais moi, j'ai espoir, puis je pense que tout le monde avec qui je travaille, ma sœur aussi, il y a beaucoup de tests qui se font sur différents médicaments, puis j'ai beaucoup espoir. Je vois, comme Biogen, par exemple, avec Skyclarys, ils ont un médicament qui aide les symptômes, puis je vois en parlant aux membres qu'il y a vraiment ça fait vraiment un changement dans leur vie, même si ça continue à être dégénératif, tu vois que ça ne dégénère pas aussi vite. Puis ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui. On sait qu'on ne peut pas guérir la maladie dans cette génération, mais si on peut au moins allonger leur espérance de vie, je pense qu'on gagne. Petit message d'espoir pour tous ceux, parents, aidants, amis, personnes qui sont impactées par la maladie. Ça, c'est le temps d'en parler, de partager avec les autres. C'est quoi vos besoins en tant que proche aidant, en tant que personne, c'est de parler de la maladie parce que le plus qu'on en parle, le plus que les personnes vont apprendre une maladie rare, que si ça ne serait pas pour vous,
ils ne connaîtraient pas. L'accessibilité, c'est quelque chose qu'on doit parler régulièrement et je vous invite à en parler à vos proches. Quand vous allez au magasin, quand vous allez à un restaurant, moi, j'ai déjà vu un restaurant où est-ce qu'on va manger souvent, puis la salle de bain n'était pas complètement adaptée. Puis c'est juste une petite conversation. Quand on est retourné l'année d'après, on a vu que les changements ont été faits. Fait que ça commence avec vous. Puis je vous invite à partager. Merci. Bonjour, je m'appelle Denis Groscocel, je viens des Gatineau. Je suis accompagnée de ma mère Manon et de ma demi-sœur Trinidad. On vient de l'Outaouais, on fait beaucoup d'activités pour Ataxi Canada. J'ai eu l'ataxie de Frédéric. J'ai reçu le diagnostic en 2009 quand j'avais 13 ans. Suite à des complications comme je faisais la course, je suis tombée, je me suis disloqué la cheville, puis ça reprenait pas. Donc, on a dû faire plusieurs tests, puis on est arrivé à la conclusion en 2009, presque un an plus tard, que j'avais l'ataxie de Frédéric. Suite au diagnostic, c'est sûr qu'il y a eu peut-être une petite phase que, pas que j'étais gênée, mais j'essaie de refouler ça un peu, puis en me disant que mon cas allait dégénérer comme c'était supposé, mais en me disant que moi, j'étais peut-être l'exception à la règle. Et puis malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis pas l'exception. En 2013, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à utiliser un fauteuil roulant. Mais depuis, ça m'arrête pas du tout. Puis même que je laisse pas ça m'arrêter. Donc, oui, je suis comme un caméléon. Moi aussi, j'essaie de dealer avec l'accessibilité puis tous les enjeux que je peux avoir. Puis on voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Je suis accompagnée de ma mère puis de ma soeur dans mes voyages. On fait beaucoup d'activités. J'ai des amis extraordinaires aussi. Je vais à des spectacles. Je m'entoure bien. Puis je suis pas mal active. Je continue à travailler à temps plein. J'ai fait de mon école. Je fais de la physiothérapie une fois par semaine. Je fais beaucoup d'exercices pour maintenir ma situation le plus stable possible. Mais c'est sûr que les principaux enjeux, je dirais, c'est surtout au niveau de l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité des lieux ou l'accessibilité juste en général en termes de culture. Donc les gens, selon moi, il manque peut-être plus de sensibilisation au sujet. Fait que je pense vraiment que plus on en parle, plus ça va sensibiliser les gens, puis les gens vont être plus réceptifs à les enjeux qu'on pourrait avoir et tout ça. Donc, j'ai 40 ans aujourd'hui. Moi, l'ataxie de Friedreich a été diagnostiquée à l'âge de 22 ans. Faut s'entendre, les premiers symptômes comme les pertes d'équilibre, difficulté à patiner à roues alignées, faire du vélo à 2 roues, ça a commencé environ à l'âge de 12 ans. On m'avait diagnostiqué que mes tendons d'Achille étaient trop courts et que j'étais gauche. Tu sais, j'avais les mains pleines de pouces, on échappe toutes. J'avais un petit peu de difficulté avec l'équilibre, mais sans plus. Donc, j'ai fait de la physio. Mes parents m'ont supporté là-dedans. Ils m'ont amené faire de la physio 2 fois semaine. Mais à 16 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Fait que j'avais plus besoin d'essayer de faire du vélo. J'avais une auto. J'ai arrêté la physio et j'ai tout simplement vécu mon adolescence comme une ado qui avait les mains pleines de pouces et les tendons d'Achille trop courts. Je vous dis, moi, j'ai pas
grand-chose dans la vie que j'ai pas fait. Je vous dirais que pour moi, l'handicap, qui était les pertes d'équilibre, c'était pas problématique pour moi. Jusqu'au jour où, à chaque 10 pas, je devais me tenir sur le mur. Et j'ai fait mon cégep en archives médicales. Nos cases étaient au sous-sol et nos cours au 3e étage. Ça fait 4 étages sur la montée et descendre à chaque période. Mais j'avais pas de diagnostic, donc je pouvais pas utiliser l'ascenseur. Aujourd'hui, avec du recul, probablement que cet exercice-là a ralenti l'évolution de ma maladie. Merci beaucoup, puis je vous souhaite à tous et chacun le meilleur. Que vous ayez l'ataxie ou non, continuez à vivre, souriez, la vie est belle. Jérémy Letellier est président de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Bonjour, Monsieur Letellier. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. On est là pour parler de l'état de l'agriculture en ce moment en Montérégie, mais on commence par inviter les gens à la prochaine édition des Portes ouvertes Mangeons local. Oui, exact. Donc, c'est un événement qui est récurrent année après année, là, des producteurs agricoles qui ouvrent leurs portes au grand public pour vraiment faire une espèce de choc des réalités, ou en tout cas, vraiment, on invite les gens, surtout les jeunes familles, à venir côtoyer nos producteurs agricoles, venir voir quel type d'agriculture qui se fait, notamment ici en Montérégie. Depuis combien de temps on fait ça? Je pense que ça date depuis 2003. Là. Ça fait OK. à chaque année depuis une vingtaine d'années, donc ça se répète. Qui sont les exposants cette année là, que les gens vont pouvoir aller visiter? Oui, on a 8 fermes à l'échelle de la Montérégie. Puis je pense que ce qui est bien intéressant, c'est qu'on a une belle diversité de fermes. Là. Okay. Donc, on a une ferme laitière, on a des pomiculteurs, on a des vignobles, cidriculteurs, on a la ferme école de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec à Saint-Hyacinthe qui ouvre ses portes, la ferme Makita, qui a notamment un complexe séricole important, puis aussi une ferme laitière. Fait que je pense qu'il y en a pour tous les goûts, là, puis pour toutes les tranches d'âge aussi. Donc, on rappelle la date, ce sera le 7 septembre. À qui ça s'adresse? Quels sont les genres de personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est plus des gens qui viennent d'endroits urbains qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne l'agriculture, ou c'est des gens qui sont déjà impliqués qui vont visiter les autres? Bien, je pense qu'on ratisse large là-dessus. Je pense qu'il y a toutes sortes de monde qui viennent. Il y en a effectivement qui sont un peu plus familiers avec le monde agricole. Il y en a d'autres pour qui c'est un premier contact ou un contact qui est beaucoup moins fréquents, mais qui sont intéressés quand même à savoir ce qui se passe sur nos fermes. Puis comme je disais tantôt, bien, c'est très, très adapté pour les jeunes familles, pour les enfants, pour qu'on c'est pédagogique, mais ludique en même temps. Ouais. C'est fait pour eux. Vous avez fait ça depuis longtemps. Qu'est-ce qui surprend les gens quand ils viennent vous rencontrer le plus? Bien, surprend. Je pense que les gens apprécient la qualité des fermes, la propreté qu'il y a sur les fermes, vraiment la diversité qu'on a aussi. Puis les enfants, bien, c'est sûr que le contact avec les animaux, ça, c'est toujours magique. C'est pas tous les enfants, surtout dans un milieu urbain, qui vont voir une vache, puis tout ça, bien, ils en ont dans leur face, puis ils veulent flatter le museau, puis tout. Fait que c'est toujours pas mal winner, ça. OK, fait que vraiment, le contact là, avec les animaux, ça pogne. Oui, vous en profitez aussi pour montrer les innovations que vous faites? Oui, absolument. Bien, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, notamment, je sais que dans la ferme laitière qui ouvre ses portes cette année à Clarenceville, c'est une ferme qui travaille très, très fort pour diminuer son empreinte carbone. Fait que toutes sortes d'initiatives qui sont prises dans leur gestion des fumiers, la gestion de leur alimentation, justement pour diminuer le plus possible l'empreinte carbone qui est produite sur cette ferme-là. D'autres fermes qui vont ouvrir leurs portes, qui ont des initiatives en agro-environnement au niveau des cultures, au niveau des cultures de couverture, au niveau des bandes riveraines, de protection des pollinisateurs. Fait qu'il y a toutes sortes d'initiatives comme ça qui sont prises par des producteurs qui sont à l'avant-garde vraiment de ce qui se fait en agriculture. Cette année, c'est un été assez sec. Quels sont les impacts pour les agriculteurs cette année? Bien, ça va être majeur, là, je suis à peu près certain. Là. On le voit déjà au niveau maraîcher, où les cycles de production sont plus rapprochés. Bien, tout ce qui était pour être récolté en mi-juillet, puis actuellement, bien, ça a été difficile. Secteur des grandes cultures, moi j'anticipe des impacts importants là, dans le soya, dans le maïs. La sécheresse est arrivée en plein dans la période de pollinisation. Fait qu'il va y avoir des impacts. C'est difficile de les calculer jusqu'à maintenant, mais c'est sûr qu'il va en avoir. OK, donc c'est arrivé au moment le plus important dans le développement. Là. Exactement. Okay. Si ça arrive en début de saison, la plante va raccourcir sa croissance, mais ça n'affectera peut-être pas la productivité de la plante. Mais quand ça arrive au niveau de la pollinisation, bien là,
la plante va se mettre à avorter des grains pour maintenir un petit peu, se maintenir en vie, si on veut, puis garder le peu d'humidité qu'elle a. Fait que l'impact, d'habitude, se fait sentir rapidement. Quels sont les impacts économiques là, quand on a une année comme ça là, qui est plus difficile? Là? Comment on fait quand on est un agriculteur? Bien, c'est sûr qu'en agriculture, on apprend assez vite dans plusieurs secteurs de production qu'il faut planifier sur une longue période. Puis si on a une bonne année, bien, arrange-toi pour en garder un peu de côté parce que des années comme cette année, ça peut survenir. Généralement, ça arrive à tous les 6-7 ans. Là. En 2019, on avait une année très difficile aussi. Fait que c'est rien de nouveau, mais ça prend quand même. Il faut être capable de bâtir cette résilience-là. On a des programmes d'assurance récolte au niveau, c'est un partenariat tant avec le gouvernement fédéral que provincial, mais il demeure qu'il y a quand même des lacunes dans ce programme-là, surtout dans des cultures qui sont moins présentes, comme des cultures maraîchères, où ce que les primes sont très, très élevées et les franchises sont très, très élevées aussi, donc la couverture n'est pas adéquate. Fait que le gouvernement a pris l'engagement de revoir ce programme-là, mais en attendant que ça soit mis en place, on est exposé à beaucoup plus de risques qu'il faudrait qu'on le soit. Tu as parlé d'assurance récolte. Là, pour les gens à la maison qui ne sont pas familiers avec ça, on parle de quoi? Est-ce que c'est vraiment par rapport aux pertes, par rapport à la valeur? Comment ça marche? Dans le fond, l'objectif, c'est de garder les agriculteurs au seuil de la rentabilité. Exactement. Fait que dans le fond, c'est beaucoup sur la production, en fait, sur le volume de récolte. Mais la récolte va être assurée à un prix X, donc un prix qu'on pense qui reflète à peu près ce qu'il y a dans le marché. Ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut, là, mais c'est déterminé d'avance. Puis après ça, bien, c'est ça. La prime est assumée au tiers par le producteur, puis aux 2 tiers par les 2 paliers de gouvernement, parce qu'il n'y a pas une compagnie privée qui se lancerait dans un régime d'assurance comme ça. Ça, tous les pays occidentaux fonctionnent de la même façon. Là. C'est des programmes en partenariat avec les gouvernements. Puis effectivement, donc, on se fait une moyenne de récolte qu'on peut avoir sur 5 ans. Et puis, si on est à X % en bas de cette moyenne-là, par exemple, dans le maïs, si ma moyenne, c'est 11 tonnes l'hectare, mais une année, je sors 9 tonnes l'hectare, bien, il va y avoir une compensation associée à ça. OK. Donc, c'est important de prévoir, là, parce que c'est important de prévoir. C'est important que les producteurs s'inscrivent au programme, mais c'est important que ces programmes-là soient efficaces aussi, parce que sinon, les producteurs ne pourront jamais arriver. Une année, les marges sont très minces, fait qu'une année où comme cette année où on s'attend à des récoltes difficiles, bien, l'impact va se faire sentir immédiatement. Les États-Unis ont des mesures politiques de protectionnisme. À quel point ça vous impacte aussi cette circonstance-là? Bien, on sait que la menace est là. On sait que jusqu'à maintenant, bon, à cause de l'ACUM qui est encore en vigueur, on n'a pas eu trop d'impact, là, que ce soit pour les grosses productions qui exportent, comme le sirop d'érable, le porc, les maraîchers, donc des productions qui exportent beaucoup aux États-Unis. S'il fallait qu'il y ait un embargo ou des droits de douane appliqués, ça serait catastrophique du jour au lendemain. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Au niveau de la gestion d'offres aussi, on sait que bon, le président Trump, là, dans le collimateur, on a un projet de loi qui a été adopté par le Parlement fédéral qui protège l'intégralité du programme de gestion de l'offre. Fait qu'on espère vraiment que cet engagement-là va tenir jusqu'à la fin des négociations, parce que toutes les concessions qui peuvent être faites là-dedans, bien, ça vient impacter directement le producteur agricole, puis ça affaiblit tout le système de gestion. C'est ça. Comment ça pourrait affaiblir, là, ça? Bien, c'est que dès qu'on met en place dès qu'on met des brèches dans le programme de gestion de l'offre, c'est pas juste une brique qu'on enlève. Là. C'est que dans le fond, on affaiblit le système au complet parce qu'on ouvre des portes pour faire entrer des produits. Ça fait diminuer le prix, comme je disais, dans des contextes où les marges ne sont pas énormes. Fait qu'à un moment donné, on vient vraiment affecter le producteur sur 2 plans, c'est-à-dire que parce que les fermes sont plus petites ici, en raison du système de gestion de l'offre, les quotas, le fait qu'on veut assurer une présence partout sur le territoire, nécessairement, les fermes sont un peu plus petites. Mais au côté, on vient baisser le prix qui est supposé être ajusté par rapport à ça. Fait que là, à un moment donné, la rentabilité n'est pas là. C'est un système qu'il faut qu'il reste entier si on veut qu'il fonctionne. Il ne peut pas être Exactement. Parce qu'on ne peut pas compétitionner avec des fermes aux États-Unis qui ont 4-5 000 vaches et qui marchent avec des immigrants mexicains qui travaillent à 4 piastres de l'heure. On n'est pas dans ce système. Non. Il faut garder ce qu'on produit ici. Il faut manger ce qu'on produit ici. Puis pour que ça continue, on encourage les gens à venir vous voir le 7 septembre prochain. Allez sur le site montérégie.upa.qc.ca. Vous allez avoir toute l'information. Merci, M. Letellier, d'avoir passé chez nous. On vous souhaite un bel événement, puis de parler avec les gens, là, puis partager là, votre passion de l'agriculture. Bien, merci beaucoup. Merci. Le Land Art de Mont-Saint-Hilaire, ça fait 18 ans que ça existe. On rencontre à ce propos Jérémie Boudreau, qui est la fondatrice. Bonjour, Mme Boudreau. Allô, bonjour. On est où aujourd'hui? C'est donc bien beau.
on est au pavillon de la Pomme. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est un verger avec plusieurs terrains de jeu pour nos artistes parce qu'il y a une forêt d'érable, il y a une forêt d'épinettes, il y a une forêt de pins, il y a un étang. Puis on a 10 artistes professionnels qui créent du 15 au 19 octobre. OK, expliquez-nous, là, pour les gens qui sont peu familiers, c'est quoi le land art? Le land art, c'est je te dirais, c'est un mouvement artistique qui est parti aux États-Unis dans les années 60-70. Et puis, c'est des artistes qui étaient tannés d'attendre pour exposer après les musées, après les galeries d'art. Ils ont dit, nous autres, on s'en va créer dehors. Fait que ça a commencé comme ça. Puis c'était des gros projets. Souvent dans le désert ou sur le bord des lacs, ou en tout cas. Aujourd'hui, ça serait même défendu de faire ce qu'ils ont fait, t'sais. Fait que c'est ça, le land art. Moi, j'ai pensé amener ça ici à Mont-Saint-Hilaire à cause des vergers. Puis, je suis une fanatique du land art. J'ai toujours adoré le land art. Alors, j'ai proposé le projet il y a 18 ans. Hein? Ça fait 18 ans. Et puis, ça a été accepté. Et depuis, c'est la folie furieuse. Depuis le début, c'est la folie furieuse. Écoute, le monde aime ça. Le monde aime ça. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment autant ça, vous pensez? Bien, c'est parce que c'est dehors. Tu comprends? C'est dehors, c'est familial, c'est dans un lieu idyllique. C'est de l'art qui touche, qui fait rire, qui peut choquer, qui peut... mais c'est... Le land art, c'est des créations éphémères, bien sûr, créées à partir des éléments organiques. Donc, c'est ce qu'on trouve dans le verger. Tu sais, c'est comme il faut que ce soit... c'est la loi, tu sais. Puis c'est pas tous des artistes de land art, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Tu sais, tu peux les compter là, sur les doigts de ta main, là, ceux qui vivent de ça, de land art. Fait que c'est sûr, ce sont des artistes professionnels qui ont une pratique professionnelle. Donc, ils font tout simplement changer leur pratique. Au lieu de prendre des pinceaux, au lieu de prendre du métal, ils vont créer avec du saule, de la pierre, écoute, toutes sortes de choses. Donnez-nous un exemple là, d'un œuvre qui vous a marqué dans le passé. Est-ce que vous en avez une qui peut vous venir en tête? Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me vient tout de suite. C'est un artiste qui avait vu un frêne qui était mort. OK? Puis là, il a demandé à M. Robert, est-ce qu'on pourrait couper une partie du frêne? Fait que M. Robert lui a dit oui. Fait que, essaie de t'imaginer, tu vois un arbre qui a un vide. Fait qu'il y a le vide aussi dans la création. Fait que là, il y a un vide, puis bien sûr, ça a été attaché avec d'autres petits amis en haut, là. Puis on voit pas ça du tout, là. Ça, c'est la ville. Parce que la ville sont vraiment, adorent le projet et puis ils sont là tout le temps. J'ai ma collègue Lucie Blanchet avec qui on est comme ça, là, c'est ma complice. Et puis toute l'équipe de la ville, c'est vraiment formidable. Ils sont là, ils soutiennent le projet, puis ils encouragent des projets fous comme celui-là, tu sais. Je dois dire le nom, c'est Pierre-Étienne Loca. OK. C'est important de dire le nom de l'artiste. Vous avez mentionné la ville, l'implication de la ville. Oui. Quel est l'impact, le rayonnement que ça apporte pour la ville? Pourquoi ils s'impliquent là-dedans autant? Ben, tu sais, c'est surprenant. Il y a des gens de partout. Il y a des gens de partout. Il y en a même, à un moment donné, qui m'ont dit qu'ils ont vu ça dans un avion. Ils ont ouvert une revue, puis ils ont vu Land Art, Création sur le champ. Puis ils sont venus. Tu sais, il y a toutes sortes de gens. Puis les gens reviennent. Un coup que tu viens une fois, tu as la piqûre. Fait que tu reviens tout le temps parce que, tu sais, c'est une marche. Tu marches, tu sais, c'est beau, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu as la montagne, c'est l'automne, dans les couleurs de l'automne. Et puis, tu sais, tu vois des œuvres, tu parles avec l'artiste. Ah, ça, c'est si tu viens le dimanche. Je vais le répéter, la date, hein, c'est du 15 au 19 octobre. Et puis, le 19, c'est le lancement de l'événement avec M. le maire, avec les élus, avec le public, les artistes, bien sûr, qu'on présente au public. Et puis ensuite, on part, la marche. Et puis, ça dure à peu près 1h15. Ça dépend du rythme, ça dépend si tu as un chien, un carrosse. C'est bon, voilà. Est-ce que c'est un événement pour les enfants aussi? Oui, ben oui. Je te dirais, c'est 3 mois à 95 ans. OK.
Ma mère, 95 ans, est venue encore jusqu'à il y a 2 ans, là. Tu sais, fait que, non, non, c'est... Fait que c'est un événement qui met le sourire d'en face. OK. Vous avez dit que c'était le 19 octobre, l'ouverture, mais vous avez parlé du 15, 16, 17. Qu'est-ce qui se passe ces journées avant ça? Oui, ça, c'est important, du 15 au 19. Ça s'appelle Création sur le champ. Bon, ça veut dire c'est en processus de... Tu sais. Fait que si tu veux voir le processus de création, bien, tu viens le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, puis dimanche, on appelle ça le lancement de l'événement. Fait que c'est à compter de 10h30, les petites présentations avec M. le maire, les artistes et tout ça, c'est à 11h. OK. Et puis, c'est ouvert ici, le pavillon de la Pomme, tous les jours, je pense, de 9h à 7h. Est-ce qu'on doit avoir des billets pour venir? Ben non. Ben non, ben non. Il n'y a pas de billet ici, c'est gratuit. Ben non. C'est ouvert, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité de manger sur place. Ici, ils font des bons pâtés, ils font de la soupe. Le dimanche surtout, ils offrent de la soupe. Tu peux prendre un petit verre de cidre. C'est vraiment bucolique, là. C'est bien, bien le fun. Madame Boudreau, c'est un plaisir de vous rencontrer ici. Peux-tu Allez-y. rajouter, Allez-y. c'est bien important, c'est que encore cette année, pour la 2e année, on va avoir vue nocturne. Ça a commencé l'an passé, on visite le Land Art, mais le soir, de nuit. Fait qu'on met des éclairages. C'est sûr que c'est pas Fortuna, tu sais qu'est-ce que je veux dire, là? Les Lumina. Lumina, en tout cas. C'est pas ça, là. Tu sais, ça reste très land art, très... tu sais, il y a 2-3 spots par œuvre, mais ça change complètement. C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est le 24-25 octobre, le vendredi et samedi, qui suit le land art. Et ça commence aussitôt qu'il fait noir, 6 heures. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut avoir toute l'information? Oui, oui, oui. La ville de Mont-Saint-Hilaire. Puis Création sur le champ, Land Art, on a aussi un site. Alors, voilà. Mais vue nocturne. On invite tout le monde. Oui. Du, Création sur le champ. Puis après, la semaine après, on vient pour vue nocturne. du 15 au 19 octobre, puis ensuite 24-25 octobre pour Vie nocturne. Vue nocturne, exact. Merci beaucoup, Mme Boudreau. Je vous souhaite un beau succès. C'est un projet super intéressant. C'est magnifique ici. J'espère que ça dure longtemps. Merci. On poursuit le tour d'horizon de l'actualité avec Exo qui élargit son service de transport à la demande dans la vallée du Richelieu. Depuis le 18 août, les parcs industriels de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire sont désormais desservis, facilitant ainsi les déplacements des travailleurs qui peuvent se rendre au travail et en revenir en transport collectif sur demande. À Belleuil, ce nouveau service remplace la ligne de taxibus T80. Il est offert en semaine de 5h10 à 21h30 et la fin de semaine de 8h à 18h. Du côté de Mont-Saint-Hilaire, l'élargissement du service en place depuis l'été dernier comprend maintenant 3 nouveaux arrêts sur les rues Brière et Fisher. Le service est accessible du lundi au vendredi de 5h10 à 20h30. La mairesse de Belleuil, Nadine Viau, salue une solution attendue de longue date qui améliore la mobilité des citoyens et la qualité de vie, tout en demeurant gratuit dans la zone Belleuil-McMasterville. Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, parle pour sa part d'une mesure flexible et durable qui vient soutenir le développement économique local. La Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Hérouville se réjouit aussi de cette bonification qui facilite le transport des travailleurs et constitue, selon sa présidente, un pas important pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Parallèlement, Exo a aussi mis en place ses nouveaux horaires d'automne. Plusieurs lignes d'autobus du secteur ont été ajustées, notamment les lignes 20B à Belleuil, 23 à Otterburn Park, 200 et 201 vers Longueuil, ainsi que la ligne 300 entre Saint-Hyacinthe et le terminus Brossard. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements à l'aide de l'application Chrono. Un chantier de construction dans le quartier de la Gare à Mont-Saint-Hilaire connaît plusieurs difficultés depuis quelques mois. Les travaux ont été interrompus après le renversement d'une grue le 6 août dernier. Selon la CNESST, des inspecteurs se sont rendus sur place pour constater la situation et ordonner l'arrêt des travaux de levage. Ceux-ci ne pourront reprendre que lorsque l'employeur aura répondu aux exigences de l'organisme.
Des voisins rapportent avoir entendu la chute de la grue. Certains se disent préoccupés, mais soulagés qu'aucun bâtiment n'a été touché. Ce n'est pas le premier incident sur ce chantier. Le 14 mai, un chariot élévateur s'était aussi renversé. L'employeur avait alors reçu l'ordre de faire inspecter l'appareil. La mesure a depuis été levée. La CNESST précise qu'aucun constat d'infraction n'a été émis, mais que des suivis réguliers sont effectués avec l'entreprise. Le chantier est mené par Construction Prémius, une société de Boucherville. En plus des unités résidentielles en construction à Mont-Saint-Hilaire, l'entreprise exploite aussi des centres commerciaux de taille moyenne. Les matinées parents-enfants de Mont-Saint-Hilaire ouvrent officiellement les portes de leurs nouveaux locaux situés au 410 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Pour célébrer cette étape importante, l'organisme invite les familles et la population à une grande journée porte ouverte le samedi 6 septembre de 9h à 13h. Au programme, visite des lieux, bricolage, mini-ateliers, yoga et mise en forme, le tout dans une ambiance conviviale et propice aux rencontres. Cette ouverture marque également le dévoilement de la nouvelle identité visuelle de l'organisme qui adopte un nom et une mission plus inclusifs adaptés aux familles d'aujourd'hui. Depuis plus de 40 ans, les matinées parents-enfants offrent un espace d'accueil, de partage et de répit aux familles de la vallée du Richelieu. Les services comprennent des rencontres parents-enfants, une halte garderie flexible ainsi que des cours et activités favorisant le bien-être familial. La directrice générale Cynthia Parenteau souligne que les nouveaux locaux ont été pensés pour favoriser les liens entre parents et enfants, en plus de rendre les services encore plus accessibles et chaleureux. L'initiative permettra de desservir davantage de familles avec plus de 1000 heures de halte garderie prévues pour l'année 2025-2026. L'événement du 6 septembre sera donc l'occasion de découvrir ces nouveaux espaces, de rencontrer l'équipe et de célébrer avec la communauté cette nouvelle étape dans l'histoire de l'organisme. Sujet sensible depuis plusieurs années, la vitesse sur la rivière Richelieu est désormais encadrée plus strictement. Depuis décembre 2023, la limite est fixée à 50 km/h sur le tronçon de 20 km entre Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Marc sur Richelieu. Après une première saison consacrée à la prévention, la Sûreté du Québec applique maintenant la réglementation. En date du 31 juillet, la patrouille nautique a effectué 10 sorties dans le secteur. Résultat, 170 embarcations interceptées, dont 7 ont valu des constats pour excès de vitesse. S'y ajoutent 4 autres constats, 23 avertissements et 2 expulsions d'embarcations. En comparaison, l'été 2024 avait donné lieu à 25 sorties, surtout en août et septembre, avec un bilan marqué davantage par la sensibilisation que par les sanctions. La SQ rappelle que plusieurs patrouilles sont menées à quai, en plus de la surveillance sur l'eau. L'objectif demeure la prévention et la sécurité des usagers, mais les contrevenants risquent maintenant des amendes. Selon la porte-parole Geneviève Gagnon, il est trop tôt pour affirmer si les plaisanciers ont véritablement changé leurs habitudes. Elle souligne toutefois que la fréquentation de la rivière a augmenté au printemps, notamment en raison de la fermeture d'une écluse dans l'État de New York, qui a redirigé plusieurs voyageurs internationaux vers le Richelieu. Voilà, c'est ce qui complète votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Aujourd'hui, c'est le marché public de Mont-Saint-Hilaire. Il y a le maire Marc-André Gertin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, pourquoi faire un marché public ici à Mont-Saint-Hilaire avec un tout nouvel emplacement? Bien, en fait, animé par notre politique de ville nourricière, on voulait, dans le fond, offrir une vitrine pour nos producteurs locaux et régionaux. C'est une façon aussi d'être solidaire avec le monde agricole, d'offrir des produits de qualité, de faire valoir tout notre savoir-faire de notre terroir et autres. Donc, c'est ça. Ça s'inscrit de multiples motivations, mais on est vraiment heureux cette année de l'achalandage puis de l'engouement pour notre marché public. Il y a une belle visibilité selon l'emplacement ici, mais vous parlez aussi de l'engouement des gens. Avez-vous remarqué d'une année à l'autre, les gens, ils en parlent, ils l'attendent, ils se présentent plus fréquemment? Oui, en fait, comme n'importe quelle offre de produits, il faut être bien localisé. Puis d'année en année, bien, on a essayé différents éléments, des fois pour pallier aux caprices de Dame Nature. Mais là, en ce moment, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, comme ça, on est bien visible, les producteurs sont bien visibles et bien, les Hilaire-Monteil, Hilaire-Montaises sont au rendez-vous, donc c'est vraiment, vraiment bien. Et vous avez poussé les dés un petit peu plus loin cette année, il y a des dégustations.
Ben oui, alors, tu sais, c'est le fun de voir, mais de goûter, ben ça ajoute à l'expérience. Puis je pense que ça crée ça aussi, un certain engouement. Donc, avec nos partenaires, puis avec les producteurs, c'est un bel ajout cette année qui semble très, très apprécié. Et un autre ajout, vous avez pensé aux organismes. Ben oui, alors notre marché public, c'est aussi une vitrine pour les organismes. Donc, on peut voir des kiosques et de nombreux organismes, bien, on saisit l'opportunité d'avoir autant de citoyens comme ça pour bien faire valoir leur mission, leurs services et autres. Donc, ça nous semblait être une offre complémentaire. Donc, autant les maraîchers, les organismes et les citoyens sont le bienvenu pour le marché public. Vous avez aussi proposé cette année des offres différentes. Donc, les gens peuvent s'attendre à avoir de nouveaux maraîchers, de nouveaux produits d'une année à l'autre. Oui, en fait, il y a une certaine variabilité là, d'une semaine à l'autre et d'une saison à l'autre. Mais là, cette année, c'est toujours avec notre partenaire des marchés publics qu'on réalise ça, puis aussi avec l'aide de notre service des loisirs que je remercie au passage pour leur bon service parce qu'ils sont toujours là, beau temps, mauvais temps. Et je tiens aussi à rappeler que le marché public a toujours lieu, qu'il fasse beau ou pas, parce que dans le fond, quand il y a un peu de pluie, bien les kiosques sont transférés au pavillon Jordi-Bonnet. Donc, vraiment, le marché a lieu toutes les semaines. Vous pouvez donc être fidèle au poste. Nous, on y sera. Et en terminant, de quelle façon les gens peuvent avoir l'horaire pour le marché? Donc, tout est affiché sur le site de la Ville. Il ne faut pas hésiter d'appeler soit au clic, mais vous allez voir la programmation est bien facilement visible sur notre site Internet. Oui, le clic qui est le programme, peut-être pas le programme, mais le système pour que les gens puissent vous rejoindre. Notre centre local d'information citoyen, là, c'est notre acronyme pour nous, c'est le CLIC. Parfait. Merci beaucoup, M. Guertin. Merci à vous, puis au plaisir de vous voir au marché. Maxime Dion, vous êtes le propriétaire de la ferme Labourasque. C'est votre première année ici au marché. Qu'est-ce qui vous a attiré pour venir offrir vos produits? Bien, en fait, quand on a vu l'offre du marché ici à Mont-Saint-Hilaire, on a trouvé ça super intéressant parce qu'en plus, ça tombe en même temps que notre point de chute là, à Belleuil. Donc, comme c'est une ville voisine, hein, c'est facile pour nous là, de venir ici durant l'été et puis de recruter là, de la clientèle pour après ça les amener là, à notre petit marché à Belleuil. C'est votre première présence ici, mais on a l'habitude de vous voir souvent dans des occasions comme ça. Oui, définitivement. Là, ça fait déjà notre 4e année de production. Donc, on s'est promené un petit peu partout là, sur la Rive-Sud. Là. Nous, on est près de la Vin, à Saint-Nazaire-d'Acton. Donc, on se promène pas mal. Là. On a fait Belleuil, Boucherville, Saint-Bruno et tout ça. Là. Fait que oui, on aime beaucoup les marchés publics. Donc, il y a plusieurs façons pour une ferme de nos jours de se faire voir avec une certaine visibilité. Mais comment vous faites pour arriver à aller rejoindre les citoyens autrement? Est-ce que vous avez des sites Internet? Est-ce que vous devez utiliser les réseaux sociaux davantage que les dernières années? Oui, définitivement. Ça reste des bons canaux de communication, mais je dirais qu'un des plus efficaces, c'est vraiment l'infolettre. Oui, exactement. Là. Donc, nous, on prend les courriels des gens en note et puis après ça, on les inscrit à l'infolette. Là. Puis c'est personnalisé. En plus, nous, c'est à chaque semaine là, avec tous les légumes qui arrivent, les nouveautés, les spéciaux de la semaine, tout ça. Fait que, puis les gens aiment beaucoup aussi là, le petit texte, là, la petite introduction là, où je parle des champs, où je parle de notre réalité, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, tout ça, là, en plus des petites recettes. Donc oui, je dirais que ça fonctionne très bien. Là. Et vous parlez d'ailleurs de comment ça se passe pour vous en ce moment pour 2024. Très peu de pluie, quand même beaucoup de soleil. Est-ce que vous avez réussi à offrir quand même une variété de produits? Oui, bien, c'est ça qui est agréable avec notre métier, c'est que nous, on fait du diversifié. Donc, pour des années là, plus mouilleuses, bien, il y a certains légumes qui vont aimer ça. Des années où c'est la sécheresse, d'autres légumes vont préférer ça. Donc, on réussit toujours à tirer notre épingle du jeu là, malgré les aléas de la température. Ça reste que c'est difficile quand même. Là. C'est pas toujours évident de voir son revenu là, sécher au soleil comme ça. Mais c'est ça, on finit quand même pareil à s'en tirer là, malgré tout. Et en terminant, malgré l'inflation, malgré les tarifs douaniers, qu'est-ce que vous envisagez pour votre ferme dans les prochaines années? Oui, bien, ça reste toujours un défi, là, surtout avec tous ces changements-là. Mais nous, on garde la passion. Dans le fond, je fais ça avec mon conjoint depuis déjà 14 ans. Et puis, bien, c'est ça, là, pour nous, le plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble, de nourrir notre communauté. Tu sais, je veux dire, après ça, il y a rien de plus valorisant que faire ce beau métier-là. Fait qu'on fait ce qu'on peut, puis la clientèle reste quand même au rendez-vous. Et puis, elle reste aussi très résiliente, là,
là, par rapport à tout ce qui se passe. On a vu ici, là, au marché, c'est notre première année, mais les gens sont vraiment au rendez-vous, puis ils sont contents de nous voir, puis qu'on soit là. Fait que ça, c'est très valorisant puis enrichissant là, pour la suite des choses. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Odette Gariepi, vous êtes la propriétaire de La Femme et le Boulanger. Vous êtes renommée dans la région. Tout le monde connaît vos produits et vos commerces. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté vivant aussi longtemps comme entreprise dans une petite municipalité comme Mont-Saint-Hilaire? Oui, bien, on est là depuis 1998, donc ça fait un petit bout de temps. Bien, on persiste, comme on dit. On continue, on développe. On a, juste en 2020, juste à la porte de la pandémie, on a ouvert 2 nouveaux commerces. Disons qu'on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait. Mais c'est ce qui fait que les gens, de plus en plus, nous connaissent, nous reconnaissent. On a aussi la stabilité de nos produits. On garde la même qualité, la même aussi ouverture envers l'environnement. On est très proche aussi des volontés de l'environnement. Et les produits, les ingrédients sont très frais. Puis on a une belle équipe. Simon, qui est mon fils, qui est le propriétaire, boulanger actionnaire de tout ça, il a quand même développé beaucoup d'une manière de faire, une façon d'être vraiment proche des gens aussi. Et c'est une histoire de famille qui dure depuis quand même longtemps, comme vous dites. Malgré la pandémie, vous avez su rester toujours pignon sur rue et même ouvrir d'autres commerces, ce qui est très intéressant. Mais pourquoi faire des marchés comme ici à Mont-Saint-Hilaire? Bien, on a, dans le premier temps des marchés, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, ça a commencé à Saint-Basile. On a tout de suite, on était intéressés par les marchés parce qu'on est tellement proche des gens de cette façon-là. Les gens découvrent, ils posent des questions, ils ont le temps et ça se passe à l'extérieur. Donc, on a fait beaucoup dans toutes les régions, on a fait beaucoup de marchés. Puis là, celui-ci, celui de Mont-Saint-Hilaire, on trouvait ça important parce que maintenant, on est à la gare et c'est un petit commerce, c'est le dernier qui a été ouvert. Donc, on a besoin aussi que les gens nous reconnaissent, sachent où on est. Ça nous donne un pignon sur rue un petit peu plus, une façon que les gens nous retrouvent un peu plus, là. Et vous réussissez à grandir en tant que compagnie. Donc, pour l'avenir, en terminant, qu'est-ce que vous envisagez pour La Femme et le Boulanger? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de points de vente ou plus de marchés comme aujourd'hui? Bien, nous, on est dans la période de stabilisation et d'intégration de tous les membres de notre famille. On voit ici derrière les jeunes qui viennent nous rejoindre durant leur période estivale. Ils sont à l'école encore. Mais on veut quand même stabiliser notre commerce et développer des nouvelles choses, mais à l'intérieur on a encore beaucoup de développement à faire à l'intérieur des emplacements qu'on a déjà. Merci, Mme Gariepi, pour ce petit résumé de votre compagnie. Merci beaucoup de nous avoir invités comme ça. Merci. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.